Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Nous sommes mercredi mes gars, le jour de la chasse. La colonne vertébrale de la semaine a été brisée. Mais vous savez ce qui a aussi été brisé? La marine iranienne et plus particulièrement la flotte de sous-marins iranienne. Ils avaient un des sous-marins de type soviétique et leur propre sous-marin nain. Eh bien maintenant, l'armée américaine rapporte que la flotte de sous-marins iranienne a été largement neutralisée. On pense que les 3 plus grands sous-marins iraniens de classe Kilo de l'époque soviétique sont hors service car 2 étaient déjà non opérationnels avant le conflit et le 3e a probablement été détruit alors qu'il était amarré à son quai. Donc plus de sous-marins pour l'Iran. Tu sais quoi d'autre a été éliminé? Oui, tu as raison. Le commandant des forces Basij. Basij, je ne sais pas comment tu les appelles. Eh bien, les forces Pasi sont une organisation paramilitaire iranienne ou semi-militaire. C'est une organisation très militaire, mais ce sont les corps des gardiens de la révolution iranien. Appelons cela une branche paramilitaire. Elle a été fondée par l'ayatollah Khomeini en 1979. L'organisation est subordonnée aux gardiens de la révolution islamique et représente un réseau de membres loyaux au régime répartis à travers le pays. Avec leur chef, le commandant en chef, le général Azadollah Badfari, qui a été mis hors d'état de nuire, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez ce qui a aussi été mis hors d'état de nuire? Oui, vous avez raison. Cette usine très spécifique de production de missiles iraniens de la ville de Sharoud. Elle se trouve dans la ville de Sharoud. Elle a été complètement détruite. Et nous avons maintenant une image satellite à ce sujet. Regardez cette rangée de bâtiments. Tous ces bâtiments ont des fonctions différentes dans cette usine. Tout cela fonctionne comme une chaîne de production, de l'un à l'autre jusqu'à ce que le missile soit terminé. Eh bien, ce n'est plus possible maintenant. Il n'y a plus de bâtiments. Ainsi opère l'armée de l'air israélienne et celle des États-Unis. Une bombe au centre de chaque bâtiment. Quand je parle des missiles et des drones iraniens, je vous présente les statistiques de représailles iraniennes. Le bleu représente les drones, le rouge représente les missiles. Jour après jour, vous voyez la diminution, signe que leurs lanceurs de missiles, sites de lancement de drones ou entrepôts de drones ont été détruits. Et en ce moment, nous en sommes à 55 drones et 25 missiles par jour. Cela va encore diminuer, ce qui signifie que la capacité de riposte iranienne a pratiquement été anéantie. Wouah wouah. Je n'arrive pas à croire que je recommence, mais tu sais quoi d'autre a été détruit? Je veux dire, cela a déjà été rapporté dans ma vidéo précédente, mais la 8e base aérienne tactique d'Iran, la base aérienne de Khatami, n'est-ce pas? Elle a été détruite il y a presque une semaine, mais nous venons seulement d'obtenir les images satellites. En fait, c'est samedi dernier qu'elle a été détruite. C'était la base des derniers F-14 Tomcat opérationnels dans le monde entier. L'armée de l'air iranienne était la dernière à utiliser activement ces avions. Ils étaient un légendaire. Ils sont légendaires. Et ça me rend triste de les voir partir, mais au moins on peut dire qu'ils sont partis en beauté. Ils sont partis en beauté et c'est respectable parce qu'ils ont été mis hors service par leur petit frère, le F-35 petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Beaucoup de frères à venir. Le F-35 a mis hors service ces derniers F-14 Tomcat qui existaient encore dans une force aérienne active, et vous pouvez les voir sur ces photos. Adieu mes amis. Aussi, ces avions, ces Tomcat, sont également garés en plein air, parce que pourquoi les cacher? Oui, je veux dire, moi je les cacherai puisqu'ils ont de la valeur, ne serait-ce qu'en tant que pièces de musée, tu sais, en tant que morceaux d'histoire. Et cette photo que vous avez déjà vue, ce sont des hangars d'avions renforcés qui sont frappés en plein milieu, vraiment en plein centre, avec une telle précision. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur a été réduit en miettes. En parlant de choses réduites en miettes, l'armée américaine a publié un rapport sur les 10 premiers jours, un bilan rétrospectif. Et voici ce qu'il en est. Jusqu'au 9 mars. J'ai l'impression que toutes ces dates et échéances ont été fixées après coup. C'est comme si on avait fait tout ça, puis on a créé ce tableau, parce qu'au premier jour des grèves, ils n'auraient pas pu le faire. Tout cela nous amène à une grande question. Quel est l'objectif des États-Unis et d'Israël en Iran? Je suis très heureux qu'ils frappent et détruisent tout ce qu'ils peuvent de l'armée iranienne, parce que pour l'Estonie, et pour moi personnellement, c'est une grande victoire. L'Iran soutient la Russie veut nous éliminer. C'est comme ça. C'est une vision très primitive de ma part. Tout ce qui affaiblit les alliés de la Russie et leur capacité militaire est une grande victoire pour moi. Mais c'est une bonne chose de poser la question.
Quel est le but final en Iran? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas détruire une idée. Il est impossible de détruire une idée par des moyens militaires, surtout si cette idée aime le martyr. Comme la branche islamique de l'Iran, ils adorent ça. Si vous créez des martyrs, ils se battront sans fin. Déployer des troupes là-bas est donc exclu, car ils aimeraient cela. Ils adoreraient mourir pour leurs convictions. Tuer une idée est impossible par des moyens militaires. Donc oui, c'est une bonne question à poser. Je vous l'ai posée. Vous pouvez la mettre dans les commentaires. Quel est le but final en Iran? Pour moi, personnellement, je suis déjà un gagnant. L'Estonie est déjà gagnante, parce que Israël et les États-Unis ont détruit les capacités militaires de nos pires ennemis. Merci. Maintenant, sujet suivant. Qu'a fait l'Iran en riposte? Et ils ont effectivement riposté sur certaines cibles, pas autant que lors des premiers jours, mais je vais vous donner un bref aperçu. Voici une base américaine Al-Dar, aux Émirats Arabes Unis, et les dégâts sont très mineurs. 1 ou 2 entrepôts détruits ou endommagés, peut-être détruits. Qui sait? Des dégâts très mineurs. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien à craindre. Les Iraniens ont aussi tiré un deuxième missile vers la Turquie. La Turquie. Je ne sais pas comment ils veulent qu'on le dise, mais la Turquie est un pays de l'OTAN. La première fois, on évoquait l'article 5, c'est la deuxième fois que cela arrive. La Turquie, il n'y a aucune raison de faire ça. Un peu comme avec l'Azerbaïdjan. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont en quelque sorte des vues semi-neutres envers l'Iran. Pas tout à fait, mais elles ne sont pas militairement hostiles. Pointer des missiles vers ces pays en fera des ennemis. J'ignore ce que pensent les Iraniens, peut-être agissent-ils sans réfléchir, comme les Russes. Mais l'Iran pourrait essayer de perturber le trafic aérien en Turquie et de provoquer encore plus de chaos dans la région. Cela pourrait être leur objectif. Juste créer le chaos. Oui, si tu sais pourquoi ils attaquent de la Turquie, dis-le-moi. Je n'en ai aucune idée. Qu'en est-il des pertes des États-Unis? Les États-Unis ont perdu 7 soldats dans ce conflit, tués au combat. 150 ont été blessés, mais la majorité, plus de 100 d'entre eux, sont déjà retournés à leur poste, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une blessure légère ou simplement d'une commotion ou de quelque chose de très mineur. 7 ont malheureusement perdu la vie et certains sont grièvement blessés. Mais les pertes pour les États-Unis jusqu'à présent sont mineures, minimales. Mais il y a ces pertes et ces 7 vies, on ne pourra jamais les récupérer. Ils sont tombés dans cette guerre et je veux leur rendre hommage. Donc, pour sauver ces vies à l'avenir, je suis tellement heureux que Zelensky ait annoncé cela. Je cite maintenant Zelensky. 3 équipes ukrainiennes sont parties pour le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, et leur arrivée est attendue plus tard cette semaine. De quelles équipes parlons-nous? Ce sont des équipes mobiles d'interception de drones. Je suppose qu'ils ont intercepté des drones et qu'à peine arrivés, ils sont prêts à appuyer sur le bouton pour que le mini-drone intercepteur mobile s'envole et neutralise le Shahad. Donc Zelensky envoie en gros des équipes pour abattre les drones Shahad au Moyen-Orient, ce qui est formidable parce que le personnel américain est ainsi plus en sécurité, ce qui pour moi est très bien. Donc oui, je dirais merci à Zelensky. Maintenant, il y a des rapports de l'armée américaine indiquant que les Iraniens ont commencé à poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz a été fermé, complètement fermé. L'Iran attaque les navires qui essaient de passer. Cela signifie qu'environ 20% de tout le transport maritime mondial de pétrole est interrompu. Cela veut dire des hausses de prix, ce qui est vraiment mauvais pour les États-Unis. Ce qui est étrange dans cette situation, c'est que les services de renseignement américains le savent et s'y préparent depuis l'existence de l'Iran révolutionnaire islamique. Je vais vous lire une déclaration tirée d'un rapport militaire de l'Agence du renseignement de la défense américaine de 2019. Je cite « L'Iran possède un stock estimé à plus de 5000 mines navales, comprenant des mines à contact et à influence. La meilleure défense ici, c'est une bonne attaque. Il faut couler les poseurs de mines avant qu'ils ne puissent déployer des champs de mines. Sinon, ce sera un gros casse-tête. » Ceci a été dit il y a 7 ans dans un rapport de l'Agence du renseignement de la défense des États-Unis à propos de l'Iran. Donc, ils avaient cette information bien avant cela. Mais maintenant, cela semble un peu surprenant que l'Iran commence à miner le détroit d'Ormuz, ce qui est vraiment mauvais parce que les mines marines font grimper les taux d'assurance du transport maritime, car les navires touchent les mines et ensuite l'assurance doit payer.
Donc c'est vraiment mauvais pour les économies du monde, c'est vraiment mauvais pour les États-Unis en général, c'est vraiment mauvais pour les affaires. Donc voilà, je partage simplement cette information. Je ne prétends pas avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire à ce sujet, parce que tu sais pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas les poseurs de mines iraniens, car ils le font d'une manière qui fait qu'on ne peut pas vraiment éliminer tous les bateaux. Ce sont les bateaux militaires, les vedettes rapides militaires dans les tunnels en 2025. Regarde, il y en a tellement. Regarde ça. Et voici les mines. Oui, il y a des centaines, voire des milliers de ces bateaux, peut-être des centaines. Oui, ils posent des mines, et voici le Shahad Bagher. Eh bien, le transporteur Shahad qui a été coulé par l'US Air Force. Magnifique. Le truc, c'est qu'ils ont tous ces bateaux, n'est-ce pas ? D'accord, tu frappes les tunnels, les bateaux disparaissent, mais en réalité, ils utilisent dans des navires civils, des bateaux de pêche civils, et tout le reste pour miner le détroit d'Ormuz. Le minage est tellement facile et rapide, et il cause tellement de dégâts. Pendant une décennie, les poseurs de mines iraniens étaient donc des navires marchands quelconques, pas des navires de guerre. Celui de gauche, c'est l'Iran Agir, qu'on a surpris en train de miner et qu'on a fait exploser en 1987. C'est bien celui-là, non ? Franchement, il ne ressemble pas à un poseur de mine. Celui en bas à droite, du type Dow, nous le soupçonnions d'être impliqué dans le champ de mine du Samuel B. Roberts en 1988. On en trouve partout dans le Golfe, pratiquement indétectable. Donc oui, ce type de navire se trouve partout dans le Golfe. Il y en a probablement des milliers là-bas appartenant à différents pays, à des marchands. Et vous ne pouvez pas les attaquer parce que vous frapperiez simplement des civils. Vous touchez parfois des poseurs de mines, mais surtout des civils. Détruire les bateaux n'est pas la solution car c'est impossible. Ils sont trop nombreux et surtout civils. Que faites-vous de cette information s'ils posent effectivement les mines ? Donc en quelque sorte, votre seule option est d'éliminer les mines. Mais avec quoi ? Comment éliminez-vous les mines ? Avec des dragueurs de mines ? La marine des États-Unis n'a pas vraiment beaucoup de dragueurs de mines en ce moment. Regardez, c'est un poste un peu ironique. Qu'est-ce qui a le plus endommagé la marine américaine depuis la Seconde Guerre mondiale ? Les mines. Plus important encore, pour le transport maritime commercial, cette menace retiendra les navires à quai dans le détroit d'Ormuz et empêchera toute traversée sans que la marine n'ait d'abord prouvé la sécurité. Voici les pertes des actifs de la marine américaine causées par les mines, comparées à celles causées par les missiles, les torpilles, les avions et les petites embarcations. Les mines causent le plus de dégâts. Vous savez, les mines restantes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, toutes les mines. Si vous ne sécurisez pas le détroit d'Ormuz contre les mines, c'est un vrai casse-tête. Parce que la marine américaine n'a pas donné la priorité, au cours des 50 dernières années, aux investissements pour le déminage. Cela n'a tout simplement jamais été une priorité. D'autres choses ont été privilégiées, comme les porte-avions, la supériorité aérienne écrasante, les armes laser, l'USS Zumwalt, vous savez, ce navire-là, mais pas les chasseurs de mines. C'est donc un problème de déminer tous ces engins, comme en Ukraine. Comment labourer un champ rempli d'explosifs ? Voilà la question pour les agriculteurs ukrainiens. Comment utiliser le détroit de Romus pour le transport maritime avec autant de mines ? L'Ukraine et les États-Unis vivent une situation similaire et pourraient en vraiment s'entraider. J'aimerais beaucoup que cela arrive. La guerre russo-ukrainienne. Les Ukrainiens ont décidé de faire exploser une usine d'électronique russe. Mais j'adore ça pour deux raisons qui rendent cela merveilleux et agréable pour notre mercredi. Ils avaient un drone de reconnaissance en l'air. En général, ils n'utilisent pas de drone de reconnaissance pour faire exploser des usines au centre de la Russie, car elles sont trop loin. C'était à Briansk, donc ils avaient un drone de reconnaissance en l'air et, deuxièmement, ils ont utilisé 5 Storm Shadow. Wow, ils ont utilisé 5 Storm Shadow pour un seul bâtiment. Ne me croyez pas sur parole. Regardons ça. 2. 3, 4. 5, nous avons 5 explosions. Les Storm Shadows se sont révélés être très très efficaces et mortels. Le seul problème, enfin, il y a 2 problèmes, le prix et la quantité. Il y en a très peu qui existent partout. Deuxièmement, ils sont chers. Mais quand les Ukrainiens les tirent, ils donnent presque toujours d'excellents résultats, comme nous pouvons le voir ici. Cette usine est complètement détruite. Elle dort avec les poissons.
Elle nourrit les tournesols. Elle rencontre son créateur. Ouais, il y a beaucoup d'autres vidéos à ce sujet. Les habitants de Briansk, bien sûr, filment ça pour nous. Magnifique. Mais je veux aussi vous présenter un chasseur-bombardier. Le canal Telegram de l'aviation russe. Et il n'est vraiment pas content de cette attaque parce qu'il pose la question ancestrale que même les hommes de l'âge de pierre se posaient déjà. Et je pense que les singes avant eux et les dinosaures encore avant. C'est la question la plus ancienne. Que fait la défense aérienne ? La défense aérienne ne fait rien parce que l'usine est réduite en miettes. Maintenant, mes amis, allons au front et plus précisément dans l'oblast de Zaporizhia. En fait, c'est à la limite de l'oblast de Dnipropetrovsk vers Zaporizhia parce que les Ukrainiens ont en réalité repoussé les Russes de l'ensemble de l'oblast de Dnipropetrovsk. Il reste encore environ 5 petits villages à nettoyer. Regardons la vidéo puis discutons-en car il s'agit d'une contre-offensive ukrainienne réussie qui repousse les Russes et ça c'est wa-wa-wi-wa. Les Ukrainiens utilisent en fait des colonnes blindées, tout comme les Russes. Des quads, des BTR-4 protégés par des cages contre les drones et des véhicules blindés occidentaux. Ils débarquent dans les villages et repoussent les Russes. C'est une tactique très agressive que nous n'avons pas vue auparavant, car les Ukrainiens étaient sur la défensive depuis 2 ans et reculaient lentement. Là, c'est différent. Cela change la donne et ils avancent réellement à Zaporizhia. Regardez ça. Leur convoi blindé, que nous venons de regarder dans la vidéo, a été lancé depuis Vichnivoïa, qui est en fait le début de la zone grise. Ils ont traversé la zone grise sur environ 5 km cette année, c'est la zone grise jusqu'à la zone contrôlée par les Russes, puis encore un peu plus loin. Cela n'arrive pas d'habitude, mais cela se produit maintenant pour 2 raisons. La coupure de Starlink affecte toujours les communications russes et la fermeture de Telegram affecte énormément l'artillerie et les tirs de drones russes et ils se sont fait ça à eux-mêmes. C'est fou. Les Ukrainiens profitent toujours de cette situation et repoussent les Russes en tirant avantage du fait que les tirs de contre-batterie russes et les drones guidés sont moins efficaces. Maintenant, cela prend plusieurs minutes de plus parce que leurs communications ont été catastrophiquement détruites par eux-mêmes. Telegram ne fonctionne plus et il n'y a pas de Starlink. Ils ont encore des moyens de communication, mais cela prend quelques minutes de plus, ce qui empêche de frapper un convoi en mouvement. Voilà ce que nous constatons. C'est une contre-offensive dans le sud et c'est le nettoyage de l'oblast de Dnipropetrovsk en Ukraine où il reste environ 5 villages à libérer et ensuite tout l'oblast sera dégagé. Ici, vous voyez cette avancée dont nous parlons. Uspenivka est menacée d'être libérée par les Ukrainiens et quel est l'objectif de cette grande offensive ici dans le sud ? Bien sûr, la libération de toute l'oblast de Dnipropetrovsk, mais il y a aussi une route logistique pour les Russes. Elle se trouve juste ici. Vous pouvez voir que c'est très sommaire, je sais, mais c'est ainsi qu'elle passe et c'est une route logistique importante. Les Ukrainiens sont à quelques kilomètres de là, 1 à 2 kilomètres. S'ils reprennent le contrôle du feu sur cette route, dans cette zone tactique spécifique, cela rendra la logistique des Russes de plus difficile, ce qui permettra aux Ukrainiens de réaliser des encerclements et des prises en tenaille. C'est ce que nous avons vu à Kupiansk et à maintes reprises. Couper la logistique et soudain, bam, les positions sont prises et encerclées. Et tout cela a en fait été confirmé par le major général ukrainien Komarenko. Ils ont déclaré que la majeure partie de la région de Dnipropetsk a déjà été libérée des forces russes. Les forces armées ukrainiennes n'ont plus qu'à terminer les opérations dans 3 petites localités et à mener des opérations de nettoyage dans 2 autres. Il reste donc 5 villages à libérer et toute l'oblast sera débarrassée de ces ordures ambulantes. Je vais terminer cette vidéo et notre édition du mercredi avec une excellente nouvelle et une vérité à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Regardez ça. L'Arabie Saoudite se prépare à conclure un important accord pour acheter des armes ukrainiennes. Une source de l'industrie de la défense ukrainienne a déclaré à la publication que Riyad et Kiev négocient un accord distinct et énorme pour la fourniture d'armes. Le fait est que l'Ukraine a dû développer son complexe militaro-industriel pratiquement au cours des 4 dernières années dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont bombardés, sans électricité, sans argent, parfois sans main-d'œuvre, mais ils ont besoin des armes. Donc ils doivent le faire rapidement, discrètement, efficacement et à moindre coût. Ce n'est pas comme ça que la plupart des pays riches qui fabriquent dans des armes fonctionnent.
Corée du Sud, États-Unis, Allemagne, Israël, ils ne fabriquent pas d'armes comme ça. L'Ukraine, oui. Ils produisent des armes abordables, efficaces et de qualité, appréciées car éprouvées au combat. Quand cette guerre prendra fin, l'Ukraine deviendra le premier exportateur d'armes au monde, rivalisant avec les États-Unis, la Corée du Sud, l'Allemagne et Israël. Parce que leurs armes, éprouvées au combat et tellement bon marché, fonctionnent aussi bien, voire mieux, parce qu'elles ont été testées dans le feu de l'action. Vous savez, donc oui, l'Ukraine sera le premier exportateur d'armes. Si vous réfléchissez à ce fait un instant, c'est incroyable. En ce moment, ils tiennent à peine le coup. Dans 10 ans, chaque pays qui fait face à une menace quelconque aura des armes ukrainiennes dans son armée. C'est un fait incroyable. C'était tout, mes amis, l'édition du mercredi pour le mercredi. Allez vous procurer 8 missions en Ukraine pour que, le prochain mercredi, vous puissiez commencer à les lire et en profiter. Si vous l'avez déjà lu, je pense que votre grand-mère ne l'a pas fait. Alors offrez-en un à votre grand-mère, à vos petits-enfants, à votre femme et un à votre chien. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, chaque lundi, mercredi et vendredi, Slavokrini et au revoir.